On va reprendre nos travaux cet après-midi sur les coffres. Et avant d'en venir donc aux communications scientifiques d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette journée n'aura pas de fin, ou plus exactement qu'elle aura une suite, et même des suites, en la présence en fait de mon collègue et ami Philippe Sénéchal, qui donc va venir vous présenter un programme donc de recherche consacré au coffre, qui sera donc un séminaire de recherche qui va avoir lieu à l'université d'Amiens, dans laquelle Philippe et moi sommes tous les deux collègues. Donc Philippe est professeur d'histoire de l'art. Il a été donc ici à l'INHA chargé des plus hautes fonctions il y a quelques temps, pendant 5 ans si je ne me trompe pas, 4 ans me dit-il. Et donc nous sommes désormais tous deux dans une même équipe de recherche qui s'appelle TRAM, dans laquelle donc nous dirigeons un axe consacré aux représentations, à la culture matérielle, des objets jusqu'aux fantasmes qu'ils peuvent inspirer. Voilà, donc l'alliance en fait entre l'histoire de l'art et la littérature se poursuit à Amiens. Et c'est dans ce cadre donc que Philippe organise ce séminaire de recherche consacré au coffre, dont j'ai le plaisir de lui demander de nous dire quelques mots cet après-midi. Merci beaucoup Véronique. Je suis confus d'avoir raté la matinée, mais je sais qu'il y a une captation, donc je n'aurai pas tout perdu et je suis vraiment ravi d'être avec vous cet après-midi. Et j'espère vous revoir aussi donc, en Picardie prochainement. Comme le disait Véronique, je vais organiser un bref cycle de trois séances en janvier, février et mars. Donc avec des invités d'outre-Manche, Leah Clark de la Open University de Londres, qui vient de publier à Cambridge Collecting Art in the Italian Renaissance Court, Objects and Exchanges, et qui nous parlera du lettuccio, donc de ce lit-coffre compliqué. A lettuccio fit for a king, the sociability of furniture in the Italian courts. Et donc les séances ont lieu le lundi. Donc la première séance, j'ai dit janvier, non c'est février. Lundi 25 février, de 16h à 18h, à l'université. Enfin, tous les détails plus précis seront mis en ligne, etc. Donc ça c'est la première séance. La deuxième, lundi 25 mars, c'est moi-même qui interviendrai sur des questions d'iconographie. Et le 1er avril, Catherine Wilson de l'University of Chester parlera de Commerce, Choice and Performance, Unlocking the Medieval Chest. Voilà, donc nous sommes vraiment, donc on a alors donc, Renaissance et Moyen-Âge. Et voilà, toujours même heure, hein, les 3 dates sont 25 février, 25 mars, 1er avril. Et nous sommes particulièrement heureux de ce lien avec la Grande-Bretagne. Brexit ou pas, nous travaillerons ensemble, c'est promis. Et nous sommes d'autant plus alléchés que ces deux collègues ont lancé un projet très ambitieux qui a obtenu un financement national britannique qui s'appelle The Mobility of Objects Across Boundaries 1700-1700, donc sur une très longue durée. Et visiblement, ça marche très bien. Elles ont toute une série de rencontres annoncées. Voilà, je pas si, voilà. Merci à toi, Philippe. Donc, nous pouvons en venir maintenant au programme donc, de cet après-midi. Et j'ai le plaisir de présenter Michel Huynh, qui est conservateur au musée de Cluny. Michel, vous avez, je crois, dirigé un certain nombre de catalogues d'expositions consacrés au voyage. Vous avez également écrit un livre sur l'épée, c'est ça? Donc, ces objets médiévaux, en fait, vous occupent et vous préoccupent. Et vous allez aujourd'hui nous parler du coffre de Poissy. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie. Je suppose que je pose là-dedans. Je crois. On essaye. C'est très bien. Bonjour. Donc, je vous présente le... Ça ne marche pas, ce truc-là, si? Ça marche, d'accord. Je vous présente le coffre dit de Poissy, ou le coffre de Poissy, en tout cas c'est comme ça qu'on le connaît, depuis 1931, date à laquelle il est entré dans nos collections. Tous les éléments que nous pourrions avoir sur ce coffre, toute la matière historique et scientifique, en fait elle est résumée quasiment dans le petit cartouche
qui est en bas à gauche de la page d'accueil de cette présentation. Ces dimensions, des éléments de dendrochronologie qui datent les matériaux, mais pas forcément la construction de l'objet, et puis sa provenance juridique. Alors, ce coffre nous a été donné en 1931. Il a été donné par quelqu'un qui l'a acheté, et qui l'a acheté en le faisant démonter d'une maison qui était située non loin de Poissy. Le coffre est arrivé chez nous démonté et a ensuite été remonté. Il s'agit d'un des plus grands coffres que l'on connaisse et qui soit entier et complet. Il est d'autant plus authentique que la seule partie qui n'est pas authentique est cette toute petite chose que vous voyez là, cette petite forme de trapèze irrégulier qui est une enture de pied, ce qui est tout à fait normal puisque la plupart des coffres de cette période qui ont des montants verticaux, donc avec le fil du bois dans ce sens-là, ont eu tendance à pomper naturellement l'humidité ou l'eau qui pouvait se trouver à proximité sur un dallage ou sur un sol de terre battue ou de terre cuite, et à faire pourrir le bois dans cette partie-là, créant des affaissements. Ce grand coffre, je ne vais pas vous en faire la description, vous l'avez sous les yeux, c'est un immense coffre, quasiment 3 mètres de large, un petit mètre de haut, et un bon mètre de profondeur avec un décor plaqué d'arcatures découpées. Donc en voici quelques photos. Et je voudrais déjà dans un premier temps voir ce que l'on arrive à retirer du coup. Ce matin, nous avons vu comment à partir d'une matière littéraire, comment à partir de l'archéologie, on arrive à comprendre et à cerner un objet. Maintenant, je pense que je vais faire ce qu'on pourrait appeler du reverse engineering, c'est-à-dire partir de l'objet et voir si on arrive à toucher des éléments de connaissance, soit à travers le filtre des sources, soit à travers celui des techniques. Et je ne m'étendrai pas davantage sur la question du style pour cet objet. Le voici sous un ou deux autres angles de vue. C'est assez difficile à prendre en photo, comme vous vous en doutez, puisque c'est très très grand. Et la seule chose qu'on pourrait lui comparer, outre le coffre qui est au musée du Valais à Sion, qui vous a été présenté tout à l'heure, ça pourrait être une chose comme celle-ci, un grand coffre qui présente aussi ce côté extrêmement allongé et qui a la caractéristique technique d'avoir son décor plaqué sur un fond. Et on le voit ici chevillé. Alors cet objet est passé en vente en 2011. Il a été retiré assez rapidement de la vente dans la mesure où il s'agit en réalité d'un arlequin. Il n'y a que la façade du coffre qui est bonne. Le reste est, disons, plus récent. Du coup, je n'ai même pas mis la photo qui, normalement, aurait dû être là. Alors, voici une vue d'un des côtés de notre coffre qui montre cette structure habituelle que vous avez vue émerger après les dernières communications de ce matin. Ce matin, nous étions sur une série de planches assemblées à Rainures-Languette et rejoignant d'une manière ou d'une autre des montants. Ici, on est sur cette construction plus traditionnelle, si je puis dire, qui va ensuite irriguer le mobilier médiéval et la manière de construire ce mobilier, qui est un châssis ou un bâti fait de montants, de traverses horizontales et de panneaux embrevés dedans. Ce système-là, il a pour lui le mérite d'avoir une grande rigidité, une solidité et de pouvoir absorber un certain nombre des déformations inhérentes au matériau qu'est le bois par rapport au métal qui, lui, ne se déforme pas, disons pas sous les mêmes contraintes. Si je prends les seuls éléments que nous ayons juridiques à peu près contemporains de ce coffre, qui est le livre des métiers d'Étienne Boileau, je vois qu'il y a très très peu d'éléments techniques. Beaucoup d'éléments d'articles de ce titre sont liés à l'organisation du métier, en tant qu'organisation administrative ou droit du travail, si je puis dire, mais peu le sont sur les éléments relatifs à la qualité du travail fourni. En réalité, il n'y en a que deux, qui sont les articles 3 et 4, et qui disent, et en mélangeant d'ailleurs très gentiment les huchiers, les huissiers, enfin les fabricants de portes, de fenêtres, les charpentiers, enfin, tous ces gens qui travaillent le bois comme matière principale. On leur dit, aucun huchier ou huissier ne peut faire ou ne doit faire de trappe,
d'uis, d'encadrement, de fenêtres, sans goujon de fût ou de fer pour leur serrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, ce matin, en fin de matinée, émerger, on ne peut pas faire un assemblage qui ne soit pas sécurisé par un goujon perpendiculaire ou par une cheville perpendiculaire. C'est ça ce que dit le texte. Sans quoi, à la première sollicitation dans le sens du plan, l'assemblage pourrait se défaire. Donc on voit que ce coffre, comme vous pouvez voir ici, est conforme puisqu'il y a les goujons qui sont traversants, ces grandes chevilles de fer, de bois, qui sont là et qui rattrapent le tenon qui est à l'intérieur de chaque partie opposée. Ça, c'est vraiment... Si vous avez monté un meuble d'une grande enseigne suédoise, il y a un concours d'ailleurs, ce qui ne marche qu'une fois parce que le bois est de mauvaise qualité, c'est de l'aggloméré, ce sont exactement les mêmes principes. C'est qu'il faut aller chercher à l'opposé la traction dont on a besoin pour solidifier l'assemblage. Et le panneau, lui, ma foi, il est librement au milieu. Ce qui nous intéresse davantage, et ça c'est vraiment parfaitement compréhensible et traditionnel, ce qui nous intéresse davantage, c'est ce décor qui est plaqué. Alors, ils ne peuvent mettre en huche de quartier de fou, pièces refendues, si ce n'est à part close. En d'autres termes, c'est un peu difficile à interpréter parce qu'on est quand même sur un socle un peu mou des capacités d'interprétation de ces règlements. La question de savoir si l'acception de fou pour être, au sens essence de bois, qui est quand même une des deux essences majoritaires employées au Moyen-Âge pour la construction et pour le mobilier, est quelque chose qui se comprend. Est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre du hêtre coupé sur quartier ou est-ce que... Ah mais zut, c'est pas le bon PDF. Attendez, parce que il me manque des choses. Bon. Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que l'on ne veut pas mettre en œuvre pour d'autres raisons. Ce quartier de fou, il peut être... Je fais juste une pause bref, parce que je pense que ce n'est pas le bon PDF. Parce qu'il me manque des éléments sur les... Ça, c'est pas ça. Hein. Donc il y a pause, la technique. Il est où l'explorateur? Il est là. Je pense qu'il y a un truc. Pardon, excusez-moi pour ce contretemps. Ça, c'était l'autre élément de comparaison qui était un des coffres de Wienerhausen, mais qui n'est pas pareil dans la mesure où le décor est fait en creux et non pas un découpage d'éléments plaqués, collés, chevillés. Et donc j'en étais là. Donc il est conforme, ce meuble-là, est conforme au règlement que l'on connaît de l'époque pour ce qui est de l'assemblage. S'agissant de ce deuxième item, vous avez à gauche ce qu'on appelle un débit sur DOS, ce qui est très mauvais, c'est très vilain, personne ne doit faire ça, on ne le fait finalement que dans l'industrie récente, à partir du moment où on est capable d'avoir des scieries qui sont en mesure de débiter des planches pour avoir le moins de pertes possible dans le bois. Le Moyen-Âge, lui, il aime bien ou le débit radial ou le débit sur quartier ou sur maille, parce que ce sont les seuls débits qui vont lui permettre d'assurer à l'ouvrage une déformation contrôlée. Les débits sur DOS que vous avez là, et encore je dis qu'il ne l'aime pas, et pourtant le plateau de la table 1500 gothique dite pliable qui est à Cluny est tiré sur DOS, mais et en plus une vilaine DOS à nœud. Ce sont des choses extrêmement importantes parce qu'elles vont garantir cette solidité, cette pérennité de l'ouvrage et ces déformations dans les trois axes. Ce qu'on ne veut pas dans un règlement pareil, c'est que on se retrouve à avoir payé une planche, mettons, de 3 pouces d'épaisseur, qui soit constituée en réalité de planches refendues de 2 fois 1,5 pouce. C'est ça ce que dit cet élément. Sauf s'il s'agit d'une part close. C'est exactement le cas qui est ici, si on arrive à voir à travers. Donc les éléments de part close sont des éléments qui viennent se rajouter, qui ont une forme de transparence parce qu'ils sont ajourés, découpés, et qui permettent de voir et de comprendre les épaisseurs que l'on a. Donc, à ce titre, au moins pour cela, pour ce qui est de la construction, l'ouvrage est conforme à ce qu'on attend d'un règlement de métier sur un huchier. On a comparé ce coffre dans la littérature, le tout petit peu de littérature que l'on a, en gros c'est Montrémy qui en parle
en 1925. On l'a comparé aux boiseries des stalles de Saulieu. Donc vous voyez ici que vous avez une série de planches et que le réseau d'arcature vient devant. Il est d'une certaine manière monté à part close. Si on y regarde d'un peu plus près, enfin pardon pour cette approche technique, mais comme c'est ce que nous avons et que ça, on voit qu'en revanche sur les jouets de ces mêmes stalles, nous sommes dans du bois massif qui n'a pas été monté comme, selon la part close, le système de la part close, mais qui a été monté, enfin qui a été sculpté en extrayant la matière en trous. C'est la même chose pour les stalles de Bar le Régulier. Vous voyez qu'ici, le motif d'arcature gothique passe devant les planches du fond, mais qu'en revanche, on le voit très bien ici, mais qu'en revanche, la jouée, qui elle relève d'un autre métier, de celui des fabricants d'images ou de celui des sculpteurs, se fait et s'extrait dans une seule pièce de bois. Donc on voit bien qu'au même moment, selon les objectifs et dans le cadre réglementaire qui nous occupe, nous ne produisons pas, enfin l'homme médiéval ne produit pas deux choses qui ont l'air similaires avec les mêmes procédés techniques. Il se conforme à ce à quoi il doit se conformer. Quelle peut être maintenant la fonction d'un coffre comme celui-ci ? On parle de coffre à grains parce que c'est assez commode, parce que finalement on en a plein pour le 16e, pour le 17e, pour le 18e, y compris maintenant en polyéthylène extrudé, qui sont sensiblement dans les mêmes dimensions et dans lesquels on peut peut-être mettre du grain dedans. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit. Il a en commun, par exemple, avec ce coffre qui vient de la cathédrale de Noyon, qui est sensiblement, en tout cas d'ambition de volume identique et de structure, il a des caractéristiques communes. Mais on imagine difficilement avoir un coffre à grains dans une église ou dans une cathédrale, alors qu'on peut très bien l'avoir dans un bâtiment domestique lié à une exploitation abbatiale. Dans ce cas-là, ce n'est pas, et on le faisait remarquer tout à l'heure, ça n'est pas forcément la forme qui va dicter ou qui va préciser la fonction. Il faut peut-être chercher davantage autour de ce coffre. Si on le regarde d'un peu plus près, alors du coup je réduis le temps que je pensais consacrer aux serrures, je voudrais quand même juste rappeler deux choses. Le coffre de Poissy est vraiment prévu pour avoir deux serrures, et on voit même que la réserve a été faite dans sa structure pour pouvoir accueillir le mécanisme, puis le palâtre qui vient devant. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis, une fois qu'on a monté cette serrure, il devient très très difficile, voire impossible, de la sortir, parce qu'elles sont montées à crampons ou à crochets, enfin à crampons ou à clous recourbés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rentré ça dedans, c'est quasiment impossible de pouvoir espérer ressortir la serrure sans ou couper les clous et du coup ne pas pouvoir en remettre une deuxième, ou endommager le palâtre, ou le coffre, ou tout le mécanisme. Ces serrures, elles ont ce qu'on appelle des gardes. Si vous regardez vos propres clés, chacune a un profil différent, mais elles sont faites pour que vous ne puissiez utiliser qu'une clé dans une seule serrure, même si ce type de serrure, disons de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe, sont relativement faciles à crocheter avec un bout de fer recourbé en L, une fois qu'on a compris comment passer les gardes. Vous avez là un exemple de clé qui vous montre une garde un petit peu complexe, puisque ce sont des clés dont le paneton a des pertuis, c'est-à-dire qu'il est obligé de se glisser dans des lames qui garantissent justement ce crochetage. Ce qui est surtout important, c'est de voir que nul serrurier ne peut faire de clé s'il n'a pas la serrure lui-même devant lui en son hôtel. Ce que nous évoquions tout à l'heure, de pouvoir copier une clé par empreinte, et typiquement par os de sèche ou par argile, c'est-à-dire de pouvoir accéder une demi-minute à la clé de quelqu'un pour pouvoir ensuite en avoir une empreinte, marche si vous pouvez couler du métal. Un métal suffisamment dur pour ensuite pouvoir actionner les ressorts, pousser le penne de ces serrures, mais il faut quand même, sinon, aller voir un serrurier, et le serrurier ne vous fera donc pas une clé correspondant à l'empreinte, puisque vous devriez lui apporter la serrure, ce qui est impossible, elle est fixée au meuble. On en déduit donc, et contrairement à ce que nous avons l'habitude de vivre, quand nous achetons une serrure, nous avons tout de suite 3 clés pour mari, femme, enfant et amis ou Airbnb. Nous avons, à la période médiévale, une seule clé pour une seule serrure. Et quand on a un coffre qui a
2 serrures, il y a donc 2 clés différentes. Voici par exemple, pour répondre à une remarque tout à l'heure, un coffre qui aussi appartient à la collection du musée du Valais de Sion, qui est un coffre qui vient de l'ancienne cathédrale, qui était muni de 3 serrures. Vous voyez que les 3 serrures ont été arrachées parce qu'on n'arrivait pas à les crocheter. Et surtout qu'on avait tellement envie de voir dedans ce qu'il y avait, qu'à l'endroit de faiblesse qui est ici, il faut vraiment me croire sur parole, on a commencé à rogner et à creuser un petit trou pile à la faiblesse de ce couvercle, la jointure entre le couvercle et le panneau de façade, pour essayer d'accéder à l'intérieur. Pourquoi y a-t-il 3 serrures sur ce coffre, 2 serrures sur le précédent? Il y a une multiplicité de cas de figure possibles de composition de la serrure. Le cas classique, c'est un coffre, une serrure. On pourrait imaginer, et on le voit dans un certain nombre de meubles qui ont survécu, le cas d'un coffre où on passe une barre de métal, et cette barre de métal peut bloquer 1, 2, 3 moraillons. Elle peut être munie d'un ou 2 cadenas. Il y a un certain nombre de choses. À partir du moment où on commence à avoir 2 cadenas, on commence à avoir 2 clés. Ici, on peut en avoir 3. C'est souvent le cas pour les coffres à 3 clés, des coffres de fabrique d'église ou de cathédrale. On remet à 3 clés à 3 personnes différentes parce qu'il est toujours plus difficile d'en corrompre 2 que d'en corrompre une. Et puis après, il y a des textes où on remet des clés à 8 personnes, puis 10, selon leur catégorie, notamment dans les cas d'usure, enfin de prêt à usure. Parce qu'on veut pouvoir contrôler l'accès aux liquidités ou aux biens précieux. Et puis, même quand on a une seule serrure, on a en général, dans un certain nombre de coffres, un deuxième compartiment secret qui lui-même peut se fermer à clé ou qui lui-même recèle quelque chose d'autre qui se referme. Donc la simplicité apparente n'est jamais autre chose qu'une simplicité apparente. Et quand il y a 2 clés, c'est parce qu'il y a une bonne raison d'avoir 2 clés. Je vous donne un exemple de source qui explique pourquoi on a 2 clés. C'est pas obligé de tout lire. On est sur une chicanerie habituelle entre seigneurs d'un côté et puis moines de l'autre côté sur qui est le décimateur de quoi, qui a droit à quoi. Mais ce que l'on voit, c'est qu'à un moment donné, le seigneur Robert décida qu'on ferait 2 clés pour le coffre destinées à recevoir le blé provenant des moulins, dont le seigneur aurait l'une et les moines l'autre. Le meunier, donc celui chez qui, a priori, au moins est le coffre où il y a un accès, serait envoyé aux moines par le seigneur pour leur donner sa foi, qu'il garderait loyalement la part du seigneur et la leur. Ce serait aussi pour le meunier qui avertirait les moines de venir prendre leur part de blé, et pour cet avertissement, il en recevrait une niche de pain blanc. Donc on voit bien que sur un même produit, ou une même masse de denrées, à savoir le blé issu d'une dîme qu'un seigneur percevait indûment, on va recouper cette dîme en 2 parts, qu'elle soit égale ou inégale, et qu'ensuite, pour être sûr que l'un n'aille pas piocher dans la part de l'autre, on mettrait 2 serrures au coffre et on séparerait ces serrures. Donc vous avez là une forme de solidité de la garde du contenu qui est assurée par une procédure d'un côté et puis par la présence de 2 serrures de l'autre. Si vous regardez le coffre de Poissy, vous voyez qu'il a donc bien 2 serrures, mais qu'il a également sur les côtés des couvercles ce qui pourrait être un assemblage à mi-bois ou une feuillure, mais vous comprenez bien que quand vous avez un couvercle comme celui-ci qui est à gauche et un couvercle comme celui-là qui est à droite, plus une planche de séparation au milieu, il y a donc dans le coffre de Poissy 2 compartiments fermés par 2 serrures, mais dont l'ouverture du 2e compartiment, celui que j'ai représenté fermé, est conditionnée à l'ouverture du premier, sans qu'il soit possible pour le premier d'aller piocher dans le contenu du second compartiment, pour la bonne et simple raison que la planche de bois qui fait cette séparation est montée à rainure et qu'elle est bloquée par le couvercle de gauche. Donc c'est un système qui est conforme à la description, par exemple, que l'on a là, de l'idée que l'on partage un bien ou disons une masse à stocker dans 2 compartiments différents qui sont étanches l'un à l'autre, chacun recouvrant une propriété distincte. Alors, est-ce qu'il s'agit de blé? Parce que ça aussi, c'est très facile de dire par
par projection à partir de formes du XVIe ou du XVIIe siècle qu'il s'agit d'un coffre à blé, sans que pour autant on en ait une certaine assurance. Donc je vais essayer de voir si l'usage du coffre de Poissy est plausible comme coffre à blé dans un contexte abbatial où on aurait une dîme partagée ou séparée. Sur cette miniature de Chantilly, vous voyez qu'on récolte le blé, on le met en gerbe, on le bat, on sépare l'enveloppe du grain, et puis on met ce grain dans le sac. Et après, il y a deux options possibles. Soit le sac va dans un coffre, soit le grain va dans un coffre. Alors, j'ai tendance à penser que c'est le grain qui va dans un coffre. Ici, un des éléments du zodiaque de Vézelay qui vous montre que l'on déverse le grain dans un coffre un peu assemblé comme ceux qu'on a vus ce matin, c'est-à-dire avec des planches à rainures languettes opposées. Et puis, qu'il y reste en tant que grain et non pas grain en sac, puisque vous voyez ici le miracle du grain de blé et que la réserve de semaille, donc de ce grain, est dans un coffre. La personne qui a posé une question ce matin un peu progressiste sur l'idée que les techniques évolueraient et qui était au fond par là-bas, avec le temps, peut quand même largement nuancer son interrogation, dans la mesure où vous voyez d'ailleurs qu'il y a des queues d'aronde ici en guise d'assemblage et que ce n'est pas forcément un assemblage à montant-traverse ou à embrèvement comme on pourrait s'y attendre. Donc le grain reste en grain dans un coffre. Si je prends les dimensions utiles, je ne parle pas des dimensions réelles, hors tout, avec les corniches qui dépassent, les éléments décoratifs. Si je prends ces dimensions utiles, je dirais qu'il fait à peu près 2,80 m par 0,7 m par 1 m, ce qui fait à peu près un volume de 2 m3 ou de 2058 litres. Si je le convertis en pieds-pouces, parce que c'est quand même tellement plus pratique comme système, je suis à 8 pieds 7 pouces, 2 pieds 2 pouces, 3 pieds 2 pouces. Ça, ce serait pour un coffre dont on exploiterait la totalité du volume utile. C'est plein à ras-bord. Mais on remplit rarement les choses plein à ras-bord, et je pense qu'il me paraît raisonnable de pouvoir m'autoriser à enlever 3 à 4 doigts ou une paume une largeur de main, disons 2 à 3 pouces. Et dans ce cas-là, j'obtiens 1823 litres, ou 1,8 mètres cubes. Toujours, c'est pas en formant le total, puisqu'il y a une séparation au milieu. Par ailleurs, nous connaissons par les tables qui ont été établies en l'an 10, la conversion des mesures qui elles-mêmes ont été invariantes, globalement, pour celles qu'on connaissait. Un boisseau, qui est l'unité la plus petite de mesure des matières sèches, mais en granulés, c'est 12,695 litres. Un pied cube, lui, c'est un pied fois un pied fois un pied, quelque chose qui est à peu près gros comme ça, ça fait 34,27 litres. Et on sait aussi qu'il y a une correspondance exacte, 10 pieds cubes faisant 27 boisseaux, soit 342,73 litres. Je ne vais pas rentrer davantage là-dedans, mais ça fait partie des règles extrêmement strictes. Si je prends un boisseau, après nous rentrons à partir du boisseau dans le système duodécimal qui, de toute façon, infuse l'ensemble des calculs, des mesures et des unités de poids et de volume que l'on peut avoir sous l'Ancien Régime. Un boisseau de 12,695 litres fait un setier, enfin 12 boisseaux font un setier, comme même 12 setiers font un muide. Et le muide, c'est cette unité de volume des blés et des céréales que l'on retrouve assez souvent dans les comptes. Et on voit bien qu'un muide de 12 setiers ou 144 boisseaux fait 1828 litres. Et je vous remets quand même le calcul des volumes intérieurs pour vous montrer que si vous m'accordez que je rajoute 2 mm de plus de grains à l'intérieur de l'immense surface de ce coffre, j'obtiens 10 828 litres, soit exactement un muide. Donc, je ne dis pas que ce coffre contenait du blé, mais ce coffre, en tant que quasiment immeuble par nature, je rappelle qu'il est sorti de la maison où il était démonté, qu'on y a enlevé et arraché les équerres de fer
qui faisait le renforcement des côtés. Et on comprend bien parce qu'on a besoin de renforcer un coffre comme celui-ci lorsqu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur. Si vous avez que des draps, ça va à peu près. Mais si vous commencez à avoir, alors je ne ramène pas à la tonne, puisque le poids du mètre cube de blé varie autour de 700 à 800 kg le mètre cube, mais on peut imaginer qu'on avait entre 1,7 tonne et 2 tonnes de blé à l'intérieur, et ça commence à pousser sur des assemblages. Donc on veut garder la cohésion périmétrique du meuble, et dans ces conséquences, dans ce cas-là, on a intérêt à renforcer avec des équerres de fer. Et nous savons que le meuble est venu chez nous sans ces équerres de fer, qu'on a désespérément ensuite tenté de récupérer auprès du marchand, qui ne les a pas retrouvés, et on les a remplacés par des équerres contemporaines. Une dernière chose là-dessus, la planche qui sépare les deux est une planche qui a été datée par dendrochronologie de 1564. Si on avait besoin de remplacer cette planche pour garder à ce meuble son fonctionnement à double compartiment ou à deux natures différentes, et peut-être pas forcément pour y stocker deux types de grains différents, mais sans doute bien pour avoir le cas de figure que l'on avait tout à l'heure décrit, qui était qu'un seigneur et une abbaye pouvaient se partager une dîme, ici c'est à part égale, et assise en plus sur un volume qui est vraiment clairement identifiable comme étant celui de l'unité de compte des grands décimateurs et des grands propriétaires. Quand on commence à avoir un muid de blé, c'est déjà une certaine richesse. Voilà, donc je pense que là j'ai fini. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous enchaînons. Je me pousse alors, c'est ça. D'accord, alors à ce moment-là, pardon. On lance la question donc sur le coffre de Poissy. Concernant la datation, vous avez bien la séparation, c'est le 16e siècle, mais les autres. Merci. Sur votre première image, il y avait marqué 1284-1310. Elles ont été établies comment, ces datations? C'est par dendrochronologie. Par dendrochrono. Oui. Et pourquoi alors, quelle partie? Parce que la dendrochrono, c'est assez strict. Oui. En général, et là il y a quasiment 50 ans d'écart. C'est parce qu'il y a plusieurs parties, je suppose, qui ont été datées. Et puis parce qu'on n'a pas d'aubier. D'accord. Comme Okay. on n'a pas d'aubier. Ce sont des chaînes exceptionnelles qui ont été mises en œuvre là. C'est vraiment c'est de la qualité supérieure. Tout à l'heure, vous faisiez une gradation entre les premiers prix, les moyens de gamme et puis le haut de gamme. C'est vraiment un meuble qui dans les matériaux qu'il met en œuvre, est très, très, très haut de gamme. Après, se pose une question qui est intéressante sur cette datation. Je pense qu'on peut ne pas être à 10 ans près pour un objet comme celui-là, dans la mesure où il va bien, son style va bien avec son époque. Mais c'est surtout qu'on se pose la question de savoir si, comme le cas des coffres roumains, on met en œuvre un bois vert, avec l'objectif que le bois vert se resserre et serre lui-même les assemblages qu'il comporte, ce qui est par exemple le cas de la charpente. En charpente, traditionnellement, on met toujours en œuvre des bois verts. En peinture, on met toujours en œuvre des bois secs. En mobilier, il est d'usage, normalement, de mettre en œuvre des bois secs. Mais si vous mettez en œuvre des bois complètement secs, vous ne profitez pas du retrait du bois absolument génial que vous avez sur des pièces de cette dimension-là et qui pourrait contribuer à renforcer le meuble. Du coup, la datation de coupe du bois doit être prise avec ce tampon, ce moment d'expansion incertain du temps, qui fait que l'on tient compte ou non d'un bois qui est vert ou non selon les désirs que l'on a de mettre en œuvre. Ce qu'on voit quand on le regarde de près, c'est qu'on n'a pas tant de retrait que ça, qu'on a plutôt envie de voir du coup un bois plutôt sec, plutôt qu'un bois qui a été mis en œuvre vert et qui aurait tiré et du coup généré des gerces ou des écarts entre les différentes pièces. Bon, ben voilà. Merci. Oui, je profite de votre expertise. Vous avez évoqué les serrures et le fait quand il y a deux clés, c'est qu'il y a deux serrures, si j'ai bien compris. Oui. C'est sûr. Ok, parce que
j'ai vu la question pour un coffre du roi, où on nous dit qu'il y avait deux clés. Et je me dis, du coup, le roi ne pouvait pas l'ouvrir seul. Ah non, il peut avoir 2 clés. Non, parce qu'il y a une des clés qui était confiée à son garde. Le problème, c'est que c'est l'époque où c'est Charles VI qui est roi de France, et donc comme il a des petits moments de faiblesse, ça pourrait s'expliquer. Mais le problème, c'est que le garde, en fait, a volé tout le contenu du coffre au final, parce qu'il a récupéré la 2e clé. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire que le roi ne pouvait pas accéder lui-même à ce coffre s'il n'avait pas les 2 clés. Probablement, mais ou peut-être que lui avait la clé du compartiment intérieur et que son garde avait la clé du compartiment extérieur, que la question de la clé et du coffre, elle est très 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 dépendante du contexte social dans lequel le meuble est. Un petit coffret en ivoire, avec sa délicate petite serrure et ses délicates petites ferrures, je pense que si vous le prenez entre les mains et que vous pressez simplement, il explose sous vos mains et vous récupérez les biens qui sont à l'intérieur. Mais on ne le fait pas parce que c'est le cadre social qui joue le rôle de gardien de sûreté. C'est ça qui va protéger le contenu et la boîte. Qu'en revanche, dans un coffre comme ça, par exemple, vous avez intérêt à avoir un vrai dispositif sérieux, parce que n'importe qui peut aller dans la maison ou dans le cellier pour aller shipper un quart de boisseau de céréales, ni vu ni connu. Donc on a besoin d'un coffre qui soit fort dans ce cas-là. Et on voit bien qu'à même période et à même objet, l'idée de la sûreté, elle n'est pas indépendante du contexte social dans lequel s'exerce la sûreté sur le contenant en question. Du coup, comme vous voyez qu'il y a plein de possibilités, on se rend bien compte aussi quand on lit les inventaires qu'on a souvent item, un coffre dont on a perdu la clé et dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça, on l'a, mais alors un nombre de fois quand même assez incalculable. Si on avait 2 clés ouvrant la même serrure, il y aurait forcément quelqu'un qui dirait, comme votre gardienne, mais ne vous inquiétez pas, quand l'EDF viendra, j'ouvrirai pour vous. Mais ça n'existe pas dans ce contexte-là. La clé est appariée à la serrure et elle est unique. Et en plus, les serrures, disons à partir du XIVe siècle, commencent à présenter des secrets supplémentaires, des défenses supplémentaires qui ne sont pas liés à la clé, qui sont simplement liés à la manière de rentrer la clé dans la serrure. Et qui rajoute une couche de sûreté et de complexité à l'ouverture du meuble. Oui, merci pour toute la démonstration. C'était vraiment intéressant à suivre. Moi, je me suis posé la question du lieu, en fait, parce que c'est un coffre qui est beau. Donc, on met du blé dedans. Il ne faut pas que ça moisisse. Donc, est-ce qu'on le garde dans la maison ? Est-ce que c'est gardé par l'abbaye ? Est-ce que c'est gardé par le seigneur ? Qui aurait la clé extérieure, qui aurait la clé intérieure, et dans quel endroit on le garde pour y avoir... Parce qu'on ne va pas prendre tout le demi-muit d'un coup, donc on doit venir régulièrement. Voilà. Alors, moi je me suis posé la question, ces questions-là se sont posées liées à la manière avec laquelle on stocke à l'intérieur. J'ai fait des petites expériences avec du éblis, mais en fait ça ne va pas très bien parce que c'est pré-cuit, enfin c'est le seul blé qu'on arrive à trouver, et c'est pré-cuit, donc il est déjà un peu plus gonflé. Et du coup, on commence à perdre la place des écoinçons vides et ça marche moins bien. Donc je pense que la première chose, c'est que c'est stocké en vrac et non pas en sac. C'est suffisamment haut. Les planches du fond ne sont pas assemblées comme dans le cas des coffres roumains, c'est-à-dire rentrées dans une rainure appartenant à la planche perpendiculaire, mais repose en réalité sur les traverses qui sont là, et des taquets qui permettent d'avoir une vraie étanchéité au rongeur, par exemple, puisque les planches sont jointives, et le sont partout, et le poids est uniformément réparti. Après, sur la localisation, c'est une maison près de l'abbaye de Poissy. On n'en sait rien. Peut-être était-ce la maison du meunier, peut-être était-ce la maison d'un intendant. En tout cas, le coffre est très beau en effet. Il n'a jamais bougé. C'est-à-dire que pour le démontage, et comme nous avons au moins la certitude de cela, les équerres de fer ont été arrachés, sans quoi il aurait été absolument impossible de le bouger si on ne l'avait pas complètement démonté. Donc il est toujours resté en place. À un moment donné, les serrures ont été enlevées. On voit qu'on en a remplacé une médiocrement, peut-être au XVIIIe siècle, que pareillement le moraillon a été repris. Mais c'est difficile d'en dire davantage là-dessus. Ce que j'essayais de montrer, c'était juste de savoir si,
l'appellation de coffre à grain était plausible, et si elle était plausible, avec ce contexte à 2 compartiments, l'un conditionné par l'autre, et avec 2 serrures différentes. Mais au-delà de ça, c'était de montrer qu'il peut y avoir une vraisemblance à cette existence-là. Au-delà de ça, personne ne peut aller dans le cadre du mobilier médiéval, sauf à avoir un coup de chance inouï. On l'a pour les coffres de fabrique. Ça, on sait qu'on a 3 clés, puis dans les archives de la fabrique, en général, on sait que, je ne sais pas, il y a le chanoine qui en a une, ils sont 3 à avoir la clé, ou dans les archives communales, jusqu'à récemment. Mais autrement, non, le lien se perd instantanément, surtout pour des meubles comme ça. Et puis je rappelle que les meubles de menuiserie, c'est une chance folle qu'on ait ça, et je pense que ce qui l'a sauvé, ce sont ses dimensions. C'est tellement gros, tellement lourd à bouger, tellement difficile, même vide, c'est vraiment très très lourd, que les meubles plus petits, ils ont vite fini en bois de chauffage. Parce que je discutais tout à l'heure avec un de mes collègues, mais finalement, vous avez eu l'hiver 1391 et puis l'hiver 1791 qui ont été terribles. 1391, on ne connaît pas très bien, mais 1791 en tout cas, les gens ont brûlé leurs boiseries et leurs clavecins dans les hôtels parisiens, et ce qui étaient des éléments contemporains. Ils n'ont pas brûlé des objets ou des éléments d'architecture au rebut par rapport à leur propre période. Ils ont brûlé ce qu'ils avaient sous la main pour se tenir chaud, de même qu'à Sarajevo en 91, les intellectuels ont brûlé leur propre bibliothèque pour pouvoir avoir chaud. Du coup, il en subsiste de manière miraculeuse un certain nombre. Vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'il en subsistait davantage dans certains établissements en Allemagne ou dans les pays germaniques, dans certains établissements ponctuels, mais même ces espèces de gros ensembles à Wienhausen ou à Sion, ce sont des tout petits ensembles par rapport à ce que devait être la réalité du mobilier. Je rappelle que le bois prota a été trouvé dans une contre-marche d'une maison, parce que c'est un bout de bois. Et voilà, nous sommes très loin, et les seuls éléments que nous avons, nous, par rapport à ce qui s'est fait par exemple plus tôt dans la matinée, et nous avons la matérialité des objets, et d'un autre côté on a cet univers des sources et des textes qu'on aimerait bien pouvoir faire correspondre, ou disons faire résonner l'un avec l'autre, mais ça demeure extrêmement difficile et délicat, sauf chance inouïe, que pour le moment on n'a pas. Je donne la parole. Vous nous avez parlé de dîmes et de blé, mais est-ce qu'on peut penser que certains de ces coffres, pas celui-là peut-être, étaient destinés au sel? Alors, là, parce que c'est très corrosif, le sel. Oui, pourquoi pas. Mais alors là, ça quand même s'en fait beaucoup, là. Je veux dire... Il y avait des abbayes qui vivaient de ça. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais dans certaines régions. 2 mètres cubes de sel, ça va bien tutoyer les 3 ou 4 tonnes. J'en sais rien, je ne connais pas la masse volumique du sel. Mais ça, par contre, je pense que le coffre n'aurait pas survécu à une telle charge. Je pense que la tonne 5 ou les 2 tonnes que l'on a là de grains, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui est proportionné à la qualité de l'ouvrage. Et après, je n'en sais rien. Parce que le sel, il faut le protéger de l'humidité, oui. Et en même temps, c'est très corrosif. Bah oui, mais ma question, en fait, elle est dans le même sens. Collatéral de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. Il y avait bien un grenier à sel, enfin un stockage de sel là, ou à Chartres. Et ça a tout mangé. Je voudrais savoir, en fait, j'imagine qu'il doit y avoir une grosse production critique sur le coffre de Poissy. Dans cette historiographie, est-ce qu'il y a des choses... Moi, je me pose la question et je la pose en fait à l'ensemble de la salle et des gens intéressés par les coffres sur le réemploi. Parce que donc, en effet, la démonstration est très convaincante. On pense effectivement que, donc, au bout du compte, ça devait bien être un coffre à grains. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait mis autre chose dans ces coffres, et même de manière générale, que les coffres aient pu être utilisés pour d'autres, j'allais dire, fonctions que leur fonction initialement prévue? Mais ça, c'est le propre du mobilier. De manière générale, on met ce qu'on veut dedans. C'est ça. Et les incertitudes, ou le flou, ou cette mouvance sémantique qui a été développée ce matin sur ce qu'est un objet, le coffre, désigné tout à l'heure huche, donc c'est toujours le même objet, on y met ce qu'on veut dedans, effectivement.
Ça, alors, vraiment, et vous le faites vous-même chez vous. Ah oui, bien sûr, c'est certain. Tout le monde utilise un contenant de manière opportuniste. Il y a des contenants qui sont préparés pour quelque chose, et je pense que les 54 pieds cubes ou le muide correspondent à une unité qui a prévalu à la conception de ce meuble, mais je ne suis pas sûr qu'on ait continué à l'utiliser, disons comme ça, au XVIIe, au XVIIIe siècle. En tout cas, au XVIe, il y a de fortes chances, sans quoi on n'aurait pas remplacé la planche centrale en 1564. Mais autrement, quand on lit les inventaires, les grands inventaires, c'est là où les gens ont un peu de bien, on voit qu'il y a n'importe quoi. 1000 pantoufles. Les vêtements, moi je pensais beaucoup aux vêtements, on n'en a pas tellement parlé en fait. On n'a pas entendu parler de textile alors qu'en fait dans les inventaires du roi René, il en a de la pantoufle et des tuniques, lui. Et des boîtes remplies de on ne sait pas de quoi. Pour répondre à ta question, dans un texte italien cité par Alberti, je crois que je te le retrouverai, il y a les conseils d'un père à sa fille sur comment utiliser ses coffres. Il lui dit justement, tu peux mettre n'importe quoi, mais ne mets pas dans le même coffre les tissus et l'huile, par exemple. Sage conseil à sa fille, en effet. Pas très futé. Tu peux pas savoir les enfants. Donc, non, c'est pas... Apparemment, il mettait beaucoup de choses en vrac, et donc il y a eu besoin d'expliquer que non. Celui-là est très structuré. Il y a aussi une question à tous les gens qui travaillent sur les coffres. Est-ce qu'il y a beaucoup de coffres comme ça où il y a un compartiment qui est dépendant de l'autre ? Je veux dire par là qu'en fait on doit ouvrir le premier pour ouvrir le second. Est-ce que c'est courant ? Il y a beaucoup de coffres, notamment dans les collections allemandes, effectivement, où on a. Sinon, si vous revenez, sur les. Voilà, ici, sur votre dessin en bas à droite, où il y a ce petit compartiment à gauche. Qu'on retrouve effectivement beaucoup dans les collections allemandes de la plaine du Lunebourg. Et françaises également, mais comme c'est énorme au Lunebourg, on le voit plus facilement. On va dire qu'au 15e, ils ont tous ça. Oui, voilà, c'est ça, on le voit dès le 13e au Lunebourg, mais rapidement, ça se généralise véritablement. C'est souvent à gauche, parfois à droite, des fois des deux côtés. Donc il y a ces casiers qui apparaissent effectivement à un moment. Après, la séparation centrale comme ça, elle apparaît effectivement dans les très grands coffres. Alors il y a celui-ci qui fait près de 3 mètres. Il y en a un également à Sion qui est un petit peu plus grand, je crois. Il y en a deux. Pardon ? Plus étroit. Plus étroit. Oui. Et il y en a deux à Westminster qui font 4 mètres. Et qui eux contiennent des archives pour le coup, donc c'est pas les mêmes types de séparation, mais voilà, c'est ça. Mais ceux-là ils sont plus larges encore, je pense, et ils font 4 mètres. Et dans la pièce d'archives apparemment qui n'est pas très grande et qui est très encombrée, donc pour la question de prendre la photo du meuble en entier est également problématique. Mais non, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure également. Est-ce qu'on pourrait imaginer, c'est une question ouverte, on peut également éventuellement imaginer que des gabarits existent en ce qui concerne les dimensions, qu'on ait des coffres de telle dimension, des gabarits, et sans forcément que le coffre lui-même est contenu, parce que là la contenance correspond à un muide, mais on pourrait imaginer que ce sont des dimensions éventuellement, alors pas standard parce qu'on a une telle variété dans les dimensions que c'est pas possible, mais que le format existe, et après par contre on met dedans effectivement des grains ou pas. On a des dimensions qui sont des invariants. Regardez, vous êtes assis sur une chaise qui fait 44 cm à peu près, je pense. Je suis à une table qui en fait 73. Je ne l'ai pas mesuré, mais je le sais, j'ai un mètre dans mon sac, s'il faut, on vérifiera, parce que toutes les tables et toutes les chaises du monde oscillent autour de 44, 73. Ce sont des rapports invariants. On a, dans la manière de construire, dans les rapports de proportion, c'est très facile de construire en système duodécimal. C'est très facile pour des raisons mathématiques et pour des raisons d'unité, parce que c'est fractal. Les objets s'inscrivent dans une conception fractale. Le petit coffret, grand comme ça, ou le grand coffre, ils sont tous dans le même système de proportion. Par exemple, ils peuvent faire du 4-3 ou du 4-2 ou du 3-2, qui sont un rapport qui va être le papier A4, vous voyez, c'est ce genre de rapport-là.
Et le papier A4, lui, fait aussi la démonstration de ce côté fractal. C'est de la conservation à chaque changement de taille d'un rapport de proportion. Donc, pour un coffre à grains, on sait que c'est assez facile. On sait qu'il faut 54 pieds cubes pour faire un muide. Il est assez facile de trouver une racine cubique irrégulière de 54 pour pouvoir fabriquer quelque chose. 8 x 3 x 3 ou 8 x 2 x 3, vous y arrivez aux 54 pieds cubes parce que vous avez utilisé le pied. Et comme vous travaillez dans un système de nombres entiers et dont les fractions sont entières, ce qui est tout l'avantage du système duodécimal, même si ça a l'air compliqué, puisque la moitié, le quart, le tiers, le sixième, le huitième, les trois quarts et le neuvième sont des nombres entiers, alors que dans le système métrique, il n'y a que la moitié. Oui. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gabarit, parce que le gabarit proprement dit, il prend une place folle. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un gabarit comme ça, vous immobilisez au moins une planche, avec 3 encoches, ou 2 encoches. Et ça fait beaucoup, alors qu'il suffit d'abattre des coudées qui font à peu près 2 pieds, et puis vous y êtes, à vos 8 pieds et demi de long. Et ça va très très vite. Quand vous regardez l'architecture, souvent les pièces font 4 toits par 3. Alors après, quand vous recomposez, ça fait du 8 mètres par 6 et des poussières, mais il n'y a pas de gabarit pour ça. Simplement parce que aussi pour les fenêtres, on abat 2 coudées et qu'on a une largeur de fenêtre. Donc ce système-là, je ne pense pas qu'il nécessite de gabarit. Il a été problématique en 1800, ou disons de 1800 à 1810, quand on a dû passer d'un système duodécimal en pieds-pouces à un système métrique en mètres-millimètres. Ça a été compliqué. Et certains objets qu'on faisait dans le système ancien se sont retrouvés à devoir être faits dans le système nouveau. Et là, du coup, on a dû passer par des règles, par des unités de mesure. Mais autrement, l'objet définit l'unité. L'unité se multiplie par elle-même en autant de fractions d'un 12e, qui sont toutes des nombres entiers, et tout est facilement réalisable comme ça. Enfin, il me semble que c'est la manière de faire. Et quand on lit les traités d'architecture du XVIIe ou du XVIe, on voit que ça fonctionne un peu de la même manière. Le volume d'un coffre à grains, par exemple, il doit correspondre au volume du nombre de sacs de grains qui seront versés pour qu'il n'y ait pas de reste. Alors, ça, j'ai pas voulu faire. J'ai attaqué le problème comme ça parce que c'est la matérialité de l'objet que l'on avait, pour voir si c'était plausible. Une autre manière aurait été de se dire, et alors là, quand on commence à mettre le doigt dedans, on se rend compte que c'est cauchemardesque, c'est que tous les historiens purs ont travaillé sur les rendements agricoles. Et alors, si je garde un grain sur 10, et alors après j'ai combien de grains à l'hectare, mais ça ramené à l'acre, parce que forcément, ce ne sont pas les mêmes mesures. Donc tout le monde se perd dans des calculs selon les bonnes années ou les mauvaises années. Ce qui fait que, en tout cas, la question du reste ne se pose pas, parce qu'elle voudrait dire qu'on prévoit que pour une exploitation donnée et une dîme prise, on aurait toujours le rendement maximal qui atteindrait la cote maximale. Ça devient extrêmement compliqué. Je pense que c'est pratique d'avoir un coffre qui fait un muide. 144 boisseaux. C'est très pratique. S'il est à moitié plein, ça fait 72. C'est très, très pratique. Je pense que c'est ça. Mais ça n'est pas lié à une capacité constante d'un revenu constant d'un terrain. Je pense que ça l'excède largement et que ça permet ou éventuellement de faire des provisions d'une année. J'en sais rien, à vrai dire. Personne n'en sait rien. Mais il faut essayer de voir, dans votre cas, comment vous seriez si vous étiez abbesse d'une abbaye avec le Seigneur sur le dos et que vous chicaniez sur le partage d'une dîme, d'un revenu qui est important, puisque c'est du froment et ça vaut des sous. Mais la capacité maximale sans reste, s'il y a du reste, on le met ailleurs, on le met dans un autre coffre. Hein, ça, je pense qu'il n'y a pas. On le met à l'abri. Enfin, je suis désolé, mais c'est difficile de répondre à ce genre de questions à partir de l'objet. Je suis désolé, on va devoir arrêter bientôt la discussion. Je vais donner la parole à quelqu'un qui n'a pas encore parlé.
c'est assez simple. Est-ce qu'on arrivait à superposer ces différents coffres? Oui, est-ce qu'on en... Alors, pardon, je peut-être pas cette dimension-là, mais est-ce que, voilà, c'est... Non, mais regardez, ça va être très simple. C'est très simple. Si je mets quelque chose là, est-ce que je peux ouvrir le couvercle? Non. Si je mets un coffre là-dessus, est-ce que je peux ouvrir le coffre qui est en dessous? Bon, ben voilà. Où est-ce que je peux mettre un coffre sur ce coffre-là? Je ne peux mettre un coffre là-dessus que sur les points qui font une descente de charge cohérente vers le sol. Les seuls points, ce sont ça. Donc il faudrait que je mette dessus un coffre de 350 à 400 kg, que ensuite j'aurais besoin à bout de bras de bouger. Non, mais même à 4 ou 8 bonhommes, on a déjà du mal à le bouger comme ça. Donc, non, l'idée de la superposition, certes, il y a des musées actuels de mobilier et d'art décoratif qui présentent les objets les uns sur les autres dans une espèce d'élégante superposition. C'est une suggestion de présentation, hein, c'est comme sur le dessus des boîtes de surgelés, mais ça n'est pas une réalité fonctionnelle. Le coffre, il a son volume utile, c'est dedans, mais son volume de vie, c'est avec le coffre ouvert. C'est-à-dire qu'un coffre occupe tout cet espace-là. Par exemple, s'il y avait une étagère là, ce serait pareil, ce serait embêtant. Mais si on mettait quelque chose qui n'est pas consommable tout de suite, on voudrait garder assez longtemps, mais de toute façon, ça se fait pas. Chez soi, on fait ce qu'on veut. Vous voyez? Est-ce que vous avez un réfrigérateur, est-ce que vous mettez quelque chose dessus? Vous pouvez, c'est juste en kikinant, c'est très très haut. Mais vous pouvez. Et ben on peut pareillement mettre des choses là, mais une fois qu'on en a besoin, il faut les enlever pour pouvoir ouvrir.